Il est lundi soir. Dans les appartements de Dubaï, les téléphones vibrent simultanément. Un message d'alerte s'affiche sur des millions d'écrans. En raison de la situation actuelle et des menaces balistiques potentielles, cherchez immédiatement un abri dans le bâtiment sécurisé le plus proche. Pendant ce temps, à quelques centaines de kilomètres que de là, dans le détroit d'Ormuz, des destroyers américains affrontent des essaims de vedettes rapides iraniennes. Et dans les salles de marché de Londres, à Tokyo, une seule question obsède les traders. Combien de temps avant que le robinet pétrolier mondial ne ferme définitivement? Ce lundi 4 mai 2026, le Moyen-Orient a basculé. La trêve fragile, cette parenthèse que beaucoup espéraient durable, vient d'être fracassée. Et comme toujours, c'est par le détroit d'Ormuz que le monde retient son souffle. Si vous pensez que cette crise ne vous concerne pas, détrompez-vous. Un cinquième du pétrole mondial passe par ce bras de mer de 34 kilomètres de large. Ce qui se joue là-bas, ce soir, va influencer le prix de votre essence, votre facture de chauffage et peut-être bien l'avenir de l'ordre international tel que vous le connaissez. Restez avec nous, tout étant dans ce script. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à du WN Decrypt dès maintenant pour ne rater aucune analyse en temps réel. Revenons d'abord au contexte, car pour comprendre pourquoi cette journée est historique, il faut comprendre ce qui s'est construit depuis le début du conflit. Depuis la fin février 2026, la situation n'a cessé d'escalader. Les États-Unis et Israël ont lancé une frappe aérienne coordonnée contre l'Iran, ciblant ses dirigeants et ses infrastructures militaires. En représailles, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, l'artère énergétique la plus critique de la planète. Depuis lors, plus de 2000 navires, transportant environ 20 000 marins, sont bloqués dans le golfe Persique, selon l'Organisation maritime internationale. 21 000 êtres humains à court de vivres, de carburant, d'eau. L'OMI a déclaré qu'il n'existe aucun précédent à cela dans l'histoire moderne de la navigation. Le prix du Brent, ce baromètre mondial du pétrole, a franchi la barre des $100 le 8 mars 2026, pour la première fois en 4 ans. Il a ensuite grimpé jusqu'à $126 au pic. La fermeture du détroit représente la plus grande perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial depuis la crise pétrolière des années 1970. Voilà le décor. Voilà la pression accumulée depuis des semaines. Et puis, dimanche 3 mai, le président Trump a frappé la table. Il a annoncé l'opération Project Freedom, un plan militaire américain pour escorter les navires commerciaux bloqués hors du golfe Persique à travers le détroit d'Ormuz. 2 destroyers à missiles guidés, l'USS Truxtun et l'USS Mason, ont été déployés dans les eaux. Des hélicoptères Apache ont été positionnés. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a confirmé que la marine américaine avait dégagé un corridor libre de mines iraniennes pour permettre le passage. 2 navires de marchands, battant pavillon américain, ont réussi à traverser le détroit dans les premières heures de l'opération. La réaction des marchés a été immédiate. Le Brent a bondi de presque 6% pour atteindre $114,44 le baril lundi, son niveau de clôture le plus élevé de l'année 2026. L'Iran, lui, a répondu à sa façon, et sa façon, c'est toujours la même depuis le début de cette crise. Dans les premières heures du 4 mai, les Émirats arabes unis ont reçu une vague de missiles et de drones. La première vague, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Le ministère de la Défense émirati a confirmé l'engagement de 12 missiles balistiques, 3 missiles de croisière et 4 drones lancés depuis le territoire iranien. Les sites de lancement identifiés: Ispahan, au centre de l'Iran, Boucher, au sud-ouest, et Bandar Abbas, le principal port militaire du détroit. Voici ce que révèle cette liste. L'Iran ne se contente pas de tirer au hasard. Il utilise un réseau de sites dispersés sur tout son territoire pour rendre toute frappe de neutralisation aussi complexe que possible. C'est une stratégie de dilution des capacités offensives adverses. Et c'est délibéré. Selon le ministère de la Défense des EEE, 3 missiles de croisière sur 4 de la première vague ont été interceptés au-dessus des eaux territoriales émiraties. Le 4e est tombé dans la mer. Mais les vagues suivantes
ont été plus destructrices. Un drone iranien a touché la zone industrielle pétrolière de Fujairah. Un incendie majeur s'est déclaré, blessant 3 ressortissants indiens. Fujairah, c'est précisément l'extrémité d'un pipeline stratégique conçu pour contourner le détroit d'Ormuz. Autrement dit, l'Iran n'a pas seulement attaqué les EEU, il a attaqué l'une des dernières alternatives au détroit qu'il contrôle. C'est brillant et c'est brutal en même temps. Un pétrolier lié à ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats, a également été visé par 2 drones dans le détroit. Le gouvernement émirati a qualifié ces attaques de chantage économique qui s'apparente à de la piraterie. 2 navires de charge britanniques ont également été touchés, selon les autorités britanniques. L'un d'eux, selon des sources officielles à Londres, avait sa salle des machines en feu. À ce stade, le gouvernement de Keir Starmer n'avait publié aucune déclaration publique depuis plus de 30 heures. Oman aussi a été touché. Un bâtiment résidentiel dans la région de Musandam, cette enclave omanaise qui forme la rive sud du détroit d'Ormuz, a été frappé. 2 personnes blessées. Téhéran frappe désormais même ses voisins supposément neutres. Et pourtant, dans le même temps, la chaîne d'État iranienne déclarait que la République islamique n'avait aucun plan d'attaque contre les Émirats arabes unis. On nage en pleine schizophrénie géopolitique, ou plus précisément, en pleine propagande de guerre. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, un point essentiel sur les acteurs militaires en présence. Du côté américain, le déploiement est massif. Selon des sources citées par The Week, les États-Unis ont assemblé environ 15 000 personnels, 2 porte-avions, des destroyers à missiles guidés et un contingent important d'avions de guerre et de drones. Des robots navals sont utilisés pour localiser et neutraliser les mines. La marine américaine a démontré sa supériorité en neutralisant 6 vedettes rapides iraniennes lundi, grâce aux hélicoptères Seahawk. Nous avons repoussé chacune et toutes ces menaces grâce à l'application clinique de munitions défensives, a déclaré l'amiral Brad Cooper lors d'une conférence de presse lundi. Du côté iranien, le tableau est très différent. L'Iran a perdu une grande partie de ses capacités navales et aériennes dans les semaines précédentes. Ce qu'il lui reste, ce sont essentiellement ses missiles balistiques, ses drones et ses vedettes rapides. Le président Trump l'a résumé brutalement sur ses réseaux sociaux en publiant un comparatif. Marine américaine, 100% opérationnelle. Marine iranienne, détruite. Un raccourci, certes, mais statistiquement pas si éloigné de la réalité. C'est justement là que réside le paradoxe stratégique iranien. Et c'est peut-être la partie la plus fascinante à analyser. Pourquoi l'IRGC a-t-il décidé de lancer une attaque préemptive contre les EAU plutôt que d'attendre? Pourquoi maintenant? Pourquoi eux? La logique est juste froide. Depuis le début du cessez-le-feu en début avril, l'Iran ne reçoit plus de frappes directes. Mais la suffocation continue. Le blocus naval américain de ses ports, imposé depuis le 13 avril, étouffe ses exportations pétrolières. L'économie iranienne saigne en silence. Et pire encore pour le régime, l'absence de conflit externe crée du conflit interne. Les factions s'affrontent. Le débat sur la capitulation ou la résistance déchire les cercles du pouvoir, à Téhéran. La guerre pour ce type de régime, ce n'est pas seulement une stratégie militaire, c'est une thérapie institutionnelle. Elle soude ce que la paix fragmente. En relançant les hostilités, la faction Wahidi au sein de l'IRGC, la plus radicale, la plus suicidaire selon certains analystes, réunit autour d'une menace externe ce que les négociations divisaient. C'est le calcul, aussi cynique que cela paraisse. Mais il y a un autre niveau de lecture. En visant les EEU, l'Iran envoie un message à l'ensemble du Golfe Persique. Le message dit ceci: votre proximité avec les Américains et les Israéliens a un coût. Selon des sources citées par Wikipédia, des responsables iraniens considèrent que les EAU ont joué un rôle actif dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran depuis le début. L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, aurait même soutenu les frappes sur les EAU dans un message divulgué, affirmant que les Émirats et Israël ne font qu'un. Dans ce contexte, cibler les EAU a une double fonction. Punir un allié discret des ennemis et tenter de fracturer la coalition en formation. Car une coalition se forme,
et c'est peut-être le développement le plus significatif de cette journée. L'Arabie saoudite a appelé à la désescalade, selon CBS News. Mais dans les coulisses, un nombre croissant de capitales du Golfe évalue leurs options. Le Bahreïn a officiellement déclaré un état d'alerte national lundi soir. Tous les vols israéliens à destination de Dubaï ont été suspendus. La question qui plane maintenant sur la région, est-ce que l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe vont formaliser une coalition militaire arabe pour répondre des crimes à l'Iran? Si cela se produit, le calcul géopolitique change radicalement, car l'un des axes de vulnérabilité de cette guerre pour Washington, c'est la narrative. Les médias libéraux occidentaux, les eurocrates, les voix anti-Trump, tous ont trouvé dans ce conflit l'occasion de critiquer l'Amérique et Israël. Mais si des nations arabes souveraines rejoignent officiellement une coalition de défense collective contre l'Iran, ce narratif s'effondre. Vous ne pouvez pas décrire une coalition arabe se défendant contre des missiles iraniens comme une agression impérialiste occidentale. Géopolitiquement, c'est invendable, sans oublier l'économie. L'Europe dépend massivement des pays du Golfe pour son énergie et ses investissements. Sans la stabilité du Moyen-Orient, sans ses flux de capitaux et de GNL, l'Europe est en difficulté grave. Ce levier-là change la pression qui s'exercera sur les chancelleries européennes, encore muettes ou prudentes jusqu'ici. Revenons à la dimension purement militaire et économique, qui est déjà catastrophique. Selon Al Jazeera, les prix du Brent ont bondi de près de 6% pour clôturer à 114,44 $ le baril lundi. Le WTI américain a progressé de plus de 4% à 106,42 $. Mais c'est l'impact à long terme qui préoccupe les marchés. Selon les analystes de Goldman Sachs, cités par oilprice.com, si la fermeture effective du détroit se poursuit encore un mois, le Brent pourrait rester au-dessus de 100 $ pendant toute la seconde moitié de l'année. L'analyste de Kepler, Matt Smith, estime qu'il faudra jusqu'à 3 mois après la réouverture complète du détroit pour résorber l'arriéré de cargaisons non déchargées. Aux États-Unis, le prix moyen d'un gallon d'essence a atteint 4,48 $ mardi, contre 2,48 $ avant la guerre. Si le détroit reste fermé encore un mois, les projections tablent sur 5 $ le gallon, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis juin 2022. Environ 170 millions de barils de brut, de carburant d'aviation, de diesel et de produits raffinés sont actuellement bloqués en mer Moyen-Orient à bord de 166 pétroliers selon les estimations de Kepler. Chaque jour de blocage supplémentaire aggrave ce chiffre et complexifie la logistique du déblocage. Le chef de l'ITF, la Fédération internationale des travailleurs du transport, a déclaré lundi que les navires ne doivent pas être invités à traverser le détroit sans garantie complète de sécurité. Les grandes compagnies maritimes comme Hapag-Lloyd maintiennent que le détroit n'est pas sûrement praticable. Le cabinet de conseil Eurasia Group a averti que sans adhésion de l'Iran ou un déploiement naval majeur, Project Freedom échouera à relancer substantiellement le trafic maritime à court terme. Björn Højgaard, PDG du gestionnaire de navires anglo-Eastern, a résumé le problème avec une clarté chirurgicale. Il faut les deux parties pour débloquer, pas seulement une. Chaque partie peut signaler qu'elle est prête à laisser passer certains navires, mais à moins que l'autre n'accepte cela en pratique, cela ne change pas matériellement la réalité sur l'eau. C'est l'impasse parfaite, et c'est exactement le scénario que l'IRGC espère prolonger. Si vous analysez la proposition de paix iranienne telle que rapportée par Tasnim News et Nour News, deux agences proches des services de sécurité iraniens, Téhéran demande la levée des sanctions, la fin du blocus naval, le retrait des forces américaines de la région et l'arrêt des opérations israéliennes au Liban. Le tout à résoudre en 30 jours. L'Iran précise que sa proposition n'inclut pas les questions liées à son programme nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié Project Freedom de Project Impasse sur X, ajoutant que l'intervention militaire ne peut pas résoudre ce qui est, à la base, une crise politique. Trump, lui, a déclaré dimanche soir que les Iraniens, se montrant plus souples qu'ils ne l'ont jamais été dans les négociations indirectes. Mais il a aussi prévenu que l'Iran sera soufflé de la surface de la Terre
si ses forces ciblent des navires américains. Voilà toute la contradiction de cette crise. Des bombes et des discussions simultanées, chaque partie essayant de frapper pour renforcer sa position à la table qui n'existe pas encore vraiment. Côté diplomatique, on note que l'ajout de Nick Stewart, issu du Foundation for Defense of Democracies et connu pour ses positions très dures vis-à-vis de l'Iran, à l'équipe de négociation américaine aux côtés de Jared Kushner et Steve Witkoff, envoie un signal clair. La posture américaine se durcit. Le message devient capitulation ou destruction. Le Parlement iranien, lui, cherche à maintenir le moral de ses soutiens. Son président, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirigeait la délégation iranienne lors des pourparlers d'Islamabad, a publié mardi un message affirmant que la sécurité du transport maritime et de l'énergie sous le contrôle des États-Unis et de leurs alliés a été compromise par la violation du cessez-le-feu. Une rhétorique d'inversion des responsabilités, applaudie à Téhéran, inaudible ailleurs. La communauté internationale, elle, commence à se positionner. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné les attaques iraniennes comme injustifiables et imprudentes. Le Conseil européen a déclaré travailler avec les UE pour restaurer la stabilité régionale. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé au rétablissement de la liberté de navigation, en indiquant que la fermeture du détroit étouffe l'économie mondiale. Et l'Inde a déclaré qu'elle continue de plaider pour le dialogue et la diplomatie, tout en réclamant la libre circulation en conformité avec le droit international. Mais tous ces appels à la désescalade butent sur la même réalité. Les ordres d'évacuation viennent d'être émis dans les raffineries du sud de l'Iran. Téhéran s'attend à des frappes imminentes. Les forces de défense israéliennes ont été mises en alerte maximale. Bahreïn est en état d'urgence nationale. Les Émirats arabes unis ont déclaré se réserver le plein et légitime droit de répondre à ces attaques. Et les deux destroyers américains, l'USS Truxtun et l'USS Mason, naviguent maintenant dans le golfe Persique, accompagnés d'hélicoptères, de chasseurs et d'une autorisation explicite de défendre leurs unités et les navires commerciaux. Nous sommes au point de bascule, pas encore à la guerre ouverte totale, mais au seuil exact. L'allumette hésitée dans la main de la première puissance a décidé que la prochaine provocation est de trop. Voici ce que WN Decrypt surveillera dans les prochaines heures. Premièrement, la réponse militaire émiratie annoncée. Le ministère de la Défense des UAE a évoqué une riposte sévère. Cette frappe, si elle a lieu, pourrait déclencher une escalade en chaîne qui rendra tout cessez-le-feu caduc pour les prochaines semaines. Deuxièmement, la réaction saoudienne. Si Riyad rejoint formellement une coalition de défense collective, le rapport de force change radicalement. Troisièmement, les marchés pétroliers mercredi. Si les attaques se poursuivent sur Fujairah et les infrastructures alternatives au détroit, le Brent pourrait franchir de nouveaux seuils. Quatrièmement, la déclaration américaine. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le chef de l'état-major Dan Kane doivent briefer la presse au Pentagone mardi. Ce briefing dira beaucoup sur la suite des opérations. La crise du détroit d'Ormuz, c'est la démonstration parfaite de ce que les historiens appellent un dilemme du prisonnier à l'échelle régionale. Chaque acteur rationnel préférerait la stabilité. Mais chaque acteur a une raison individuelle d'escalader plutôt que de désescalader. L'Iran, parce que la paix sans victoire visible le détruit de l'intérieur. Les EEAU, parce que l'absence de réponse serait lue comme une faiblesse invitant de nouvelles frappes. Les États-Unis, parce que reculer face au blocus de l'IRGC serait catastrophique pour leur crédibilité dans la région et dans le monde. Israël, parce que chaque semaine supplémentaire de désorganisation iranienne affaiblit un adversaire qui les a menacés d'extermination. Personne ne veut la guerre totale. Tout le monde s'y rapproche. C'est précisément pour ça que vous devez rester informé en temps réel. Pas dans 48 heures, pas avec les récits reformatés des grandes chaînes. Maintenant, ici, sur WN Decrypt, abonnez-vous, activez les notifications, partagez ce script avec quelqu'un qui pense encore que cette crise est lointaine. Elle ne l'est pas.
Le prix à la pompe en Europe a déjà augmenté. Les assurances maritimes mondiales ont explosé. Les chaînes d'approvisionnement de l'Asie à l'Occident sont sous tension. Ce n'est pas une crise régionale, c'est une crise globale à l'épicentre du Moyen-Orient.